L'Allemagne va-t-elle redevenir une puissance militaire? Dans un contexte géopolitique troublé, et alors que l'Europe se réarme militairement, l'Allemagne semble se poser la question pour elle-même. Certes, la première puissance économique a démontré déjà sa puissance et son poids au sein de l'Europe, mais la question est tout autre, eu égard notamment à son désinvestissement ou son retrait de la scène géopolitique internationale. Ce changement d'attitude aujourd'hui nous pose une question: est-ce que c'est une évolution ou une révolution historique? Pour répondre à cette thématique, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On emploie des mots importants, revirement, changement, révolution. Il y a un autre mot qu'il faut analyser, c'est devenir, ou plutôt redevenir, sachant que derrière cette terminologie, il y a une ambivalence. Il y a une nécessité peut-être de se réarmer, mais il y a aussi une inquiétude liée à l'histoire et au passé de l'Allemagne. Et cette question, elle n'est pas tant adressée d'ailleurs aux autres pays qu'à l'Allemagne elle-même. Les Allemands s'interrogent. C'est la boîte de Pandore. Pour reprendre une image liée à la mythologie grecque, vous savez, ce fameux recueil ou réceptacle dans lequel on a enfermé les pires maux de l'humanité ou les pires dangers de l'humanité, et que tout d'un coup, par une sorte de curiosité ou d'interrogation, on se retrouve dans la tentation que de vouloir l'ouvrir et que de libérer des forces maléfiques qui rappelleraient un passé désagréable. Je crois que déjà, cette image que je prends volontairement d'emblée doit attirer notre attention sur l'importance majeure de la question telle qu'on est en train de la poser. Et il suffira peut-être de se remémorer ce qu'on avait pu dire à l'occasion d'une de nos séances qui était consacrée à Karl von Clausewitz et qui était intitulée Clausewitz pour la paix, parce qu'on avait bien souligné dans l'introduction que la difficulté à l'heure actuelle d'appréhender Clausewitz, c'est tous les préjugés historiques qu'on peut évidemment légitimement y mettre, de par le fait que les historiens allemands, toute une partie des historiens allemands, considèrent que justement, à partir de la Prusse et dans l'histoire plus récente de l'Allemagne, il y aurait eu une Sonderweg, une voie spéciale, qui aurait privé l'Allemagne de baigner dans l'évolution classique telle que les démocraties occidentales l'ont connue, qui lui aurait fait connaître un chemin particulier et qui aurait amené au destin funeste qu'on a connu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc évidemment, quand on remet déjà ça en perspective, on sent bien qu'une question comme celle-là, c'est la frayeur que de se retrouver avec ce qu'on va appeler en l'histoire les vents mauvais, n'est-ce pas? Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que ça va même au-delà de ça. Et ça, je crois qu'il faut que nos auditeurs qui ne seraient pas allemands comprennent bien l'importance de la question, parce qu'elle a un écho qui est encore très très fort en Allemagne. Parce que en Allemagne, ce n'est pas juste la question militaire qui a été aussi mise en difficulté dans son appréhension. C'est même la question de la place de l'Allemagne en géopolitique. On avait d'ailleurs fait une thématique sur ce sujet. Et si on veut s'en convaincre, je crois que le fait de revenir sur deux ouvrages en particulier va être très très important à utiliser ou à mettre en avant. Le premier, c'est pas la première fois que je l'utilise, c'est un ouvrage qui avait été écrit par un spécialiste de l'Europe centrale, qui était sur les Trois Reichs. Alors, il insistait déjà sur le fait que c'est un terme aujourd'hui qu'évidemment on n'utilise plus du tout, mais c'est dans la conclusion à la page 393 qu'il avait une phrase qui était assez incroyable. Il parlait des Allemands et il disait à peu près cette citation: « Aujourd'hui, on finit par accepter ou par concevoir que l'Allemagne ne soit plus qu'une puissance moyenne, voire même un nain politique. » Donc là, on voit bien déjà qu'il y a une pesanteur qui est très importante, comme si d'ailleurs l'Allemagne voulait expier par son absence une histoire qu'elle sentirait comme trop lourde à supporter. Et c'est important parce que ça nous renvoie à un titre: Quand l'Allemagne pensait le monde, grandeur et décadence de la géopolitique, mais tout est dans le titre. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, l'Allemagne ne se permet plus de penser le monde et ne se permet même plus de se penser dans le monde. Donc, imaginez que tout d'un coup, maintenant, la question redeviendrait de savoir si l'Allemagne va redevenir une puissance militaire, alors que jusqu'à présent, elle ne s'autorisait même plus à savoir si elle avait le droit d'avoir un rôle en géopolitique. Je pense que c'était la meilleure façon de mettre en évidence ou en exergue l'importance cruciale de la problématique telle qu'on se propose de l'aborder aujourd'hui.
D'autant que l'Allemagne semble avoir gravé des principes dans le marbre qui l'empêchaient de redevenir une puissance géopolitique et militaire. C'est très juste. C'est-à-dire que là, je vais aussi utiliser une figure de style. C'est une triple révolution copernicienne. Et j'aurais même tendance à pousser l'image en disant une révolution copernicienne inversée. Alors peut-être que de rappeler très rapidement ce qu'on appelle la révolution copernicienne, le fait que de totalement remettre en cause les fondamentaux auxquels on adhérait, on rappelle, puisqu'il s'agissait de minimiser la place dans l'espace de la Terre par rapport au Soleil qui reviendrait central dans la galaxie. Seulement là, il s'agirait plutôt de redonner une place centrale à l'Allemagne. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une révolution copernicienne inversée et qui se ferait sur 3 aspects. Parce que si on regarde bien quelle a été la position de l'Allemagne jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on constate? L'Allemagne a existé grâce ou à travers les autres grandes puissances. La Russie pour son apport énergétique, la Chine comme, on va dire, son champ commercial privilégié ou comme son client privilégié, et point très important, les États-Unis comme protecteur privilégié dans une alliance transatlantique, à la fois expliquée pour des raisons historiques et par le fait que l'Allemagne s'interdisait de toute façon d'exister d'un point de vue géopolitique. Or, on voit bien que ces dogmes sont en train de sauter les uns après les autres, parce que la Russie est en guerre avec l'Ukraine, parce que la Chine est en train de fermer son marché et parce que les États-Unis, avec Donald Trump, sont en train de donner le sentiment qu'ils sont largement en train de se couper de l'Europe et tous les événements récents ne font qu'abonder en ce sens. Donc en fait, on se retrouve avec une Allemagne qui est en rupture avec ces 3 dogmes. Et ces 3 dogmes, c'est doit-on exister ou pas en géopolitique, premièrement. Et en fait, on n'avait pas besoin puisque on était avec des alliés, mais le fait que les Américains ne soient pas là repose la question. De même qu'il repose la question alors de la nécessité de construire une armée allemande ou de reconstruire une armée allemande. De même que de facto, on voit bien que les 3 facteurs s'enchaînent, ça repose la question de savoir comment on fait pour la financer. Donc en fait, c'est en train de complètement mettre à bas des choses qui paraissaient acquises, j'ai presque envie de dire, pour l'éternité, à savoir pas d'Allemagne en géopolitique, grâce à l'alliance avec les États-Unis d'Amérique, pas d'investissement sur les questions militaires de façon, on va dire, en corrélation, et pas de nécessité que de s'engager financièrement. Autant d'aspects qui sont aujourd'hui totalement révolus. Et ces aspects qui définissaient une sorte de miracle européen-allemand que tout le monde regardait avec beaucoup d'envie, qui est aujourd'hui complètement remis en cause. Et si on regarde la situation actuelle du point de vue militaire, du fait de ce que vous venez de dire, on a une armée qui semble bien fragile quand même. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que si on commence à s'intéresser donc à la Bundeswehr, qui est littéralement la défense fédérale, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on est dans une situation, et qui est logique, eu égard à ce qu'on a dit, dans laquelle on peut considérer qu'elle a été réduite à portion congrue, mais on peut même s'interroger, parce que là, il va falloir commencer par donner évidemment des données beaucoup plus concrètes, si on peut même se demander si c'est pas au-delà même d'une portion congrue. Là, le premier chiffre qui me semble-t-il est intéressant, c'est bien le poids de la défense militaire allemande dans le produit intérieur brut ou le PIB allemand. Et la première date de référence, me semble-t-il, est assez évidente, c'est 1990, où le pourcentage est de 2,52%. Pourquoi cette date est importante? Parce que c'est la date de la réunification allemande et qu'on voit bien qu'on est dans la continuité de la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et qu'on est en train de sortir de la guerre froide et que l'on est en train de tendre vers la réunification allemande. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'entre 1990 et 2021, ça fait quand même plus de 30 ans ce qu'on est en train de dire, le pourcentage des dépenses militaires dans le PIB allemand est toujours inférieur à 1,5. Alors, cette moyenne de 1,5% est très révélatrice, parce qu'on sait bien qu'au niveau militaire, on considère qu'à minima, pour qu'on puisse assurer une défense sur le long terme, il faut au moins atteindre le chiffre qui a souvent été mis en avant au sein de l'OTAN, des 2%. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en 2005, le chiffre est de 1,07%, vous m'avez bien entendu, 1,07%, c'est un des chiffres les plus bas qu'on ait jamais vus. Et entre 2013 et 2018, on est en dessous de 1,2. Donc quand on est en train d'évoquer ces chiffres-là, qui s'articulent donc entre 1990 et 2021, donc on va dire sur 31 ans, et qu'on voit qu'on est sur une
sur une période aussi longue, qui s'inscrit aussi durablement dans le temps, de chiffres qui sont aussi bas, on voit bien que forcément, la Bundeswehr a été sous-financée et a été en sous-capacité, et que ça s'inscrit sur un temps très très long, et qu'on voit bien qu'a priori, elle ne peut pas du tout être à l'échelle non seulement des plus grandes armées en Europe, mais même, on va dire, stricto sensu, de simples missions de défense classiques. Oui, les données chiffrées sont assez parlantes, mais si on regarde du côté des équipements et des effectifs, pourtant on a l'impression qu'une armée allemande est assez opérationnelle et pas si faible que ça. C'est vrai. C'est vrai que si, dans un premier temps, on commence à regarder les chiffres en valeur absolue, on peut constater que les forces d'active ou les forces professionnelles allemandes, c'est à peu près 183 000 hommes, ce qui est quand même assez substantiel, qu'on se retrouverait avec plus de 250 chars, qu'on aurait l'équivalent de 120 avions d'intervention, qu'on aurait à peu près 10 à 11 navires de surface, principalement de type de frégate, et donc on a l'impression qu'on a quand même affaire à une force armée dont les moyens seraient substantiels. Mais pour que ces chiffres soient révélateurs, encore faut-il les remettre en perspective et en adéquation avec un certain nombre de paramètres qui vont peut-être nous permettre de les éclairer sous un angle différent. D'abord, de faire remarquer un premier élément, si vous voulez bien, Olivier, c'est que la population allemande est de 83 millions d'habitants, ce qui en fait le pays le plus peuplé de l'Union européenne et de loin. Pourquoi dire ça? Parce qu'on aurait donc un ratio de 183 000 hommes, sur une population de 83 millions. Mais quand on regarde les troupes de l'armée française, on est à 201 000 hommes. Donc on est sur des troupes qui sont supérieures pour une population qui, elle, est d'environ 68 millions d'habitants. De même que les forces britanniques sont aux alentours de 153 000 hommes, elles aussi, pour une population de 68 millions d'habitants. Donc quand on dit ça, on comprend bien qu'en termes de rapport, on est sur des forces qui sont en réalité inférieures. D'abord parce qu'en valeur absolue, elles sont inférieures aux forces françaises, mais qu'en plus, elles sont sur une partie de la population qui, elle, est pratiquement supérieure à hauteur de plus de 10 millions d'habitants. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément qu'on peut mettre en avant, par exemple par rapport à la marine, c'est que la marine française comme la marine britannique, c'est 20 navires de surface majeurs, dont il faut préciser en plus que les caractéristiques sont bien supérieures à la marine allemande. Je pense notamment au porte-avions. Il n'y a pas de porte-avions dans la marine allemande. Donc ça, c'est déjà un deuxième point qui permet, à mon sens, de relativiser. Et un troisième point qui est assez intéressant à soumettre également, c'est le fait que l'Allemagne n'a pas de force nucléaire. Donc on voit bien que ça, c'est quand même très important parce que c'est une puissance militaire, mais ça nécessite un certain nombre d'investissements financiers. Donc on voit bien qu'en plus, ces investissements financiers ne seraient pas dédiés à des forces nucléaires qui n'existent pas. Et puis alors après, il y a deux autres aspects qui sont très très interpellants. D'abord, c'est quel est le degré d'opérationnalité de ces unités. Or, officiellement, jusqu'il y a 2 ou 3 ans, la statistique officielle, telle que la Bundeswehr elle-même la mettait en avant, c'était un degré d'opérationnalité d'environ 77%, ce qui reste raisonnable. En réalité, la plupart des observateurs et des experts considèrent que pour la quasi-totalité des matériels de la Bundeswehr, on est sur un degré d'opérationnalité qui au maximum serait de 50%. Donc vous commencez par prendre tous les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, puis vous les divisez par 2, puisque par définition, ça veut dire qu'il y a la moitié du matériel qui n'est pas utilisable. À ça, il faut encore que vous rajoutiez le fait qu'il y a un système de communication qui est totalement désuet, qui n'est d'ailleurs pas aux normes d'interopérationnalité avec l'OTAN, que manifestement, on est sur des lacunes qui sont très très fortes en termes de stock de munitions, de casques, c'est-à-dire d'équipements, on va dire, basiques du soldat, de gilets pare-balles, et ça va beaucoup plus loin que ça, parce que quand on va sur la logistique, il y a un constat qui a été dressé en décembre 2022 par la commissaire à la défense au Bundestag qui disait atterré qu'il y a un certain nombre de casernes en Allemagne dont on considère que non seulement elles sont très peu facilement utilisables, mais qu'en plus, il y en a certains dont on considère qu'elles sont à la limite des normes sanitaires et certaines devant même être fermées pour des problèmes de salubrité. Donc, on se rend bien compte, là, à l'énoncé de tout ce qu'on est en train de dire, qu'en réalité, la Bundeswehr était rentrée dans une période d'une trentaine d'années dans lesquelles les sous-investissements ont été constants, qui sont récurrents, et que donc là, le retard qui a été accumulé est considérable, et que pour l'instant, on est très très loin de l'idée d'une Allemagne qui serait une puissance militaire.
Ces carences militaires, Fabrice, sont le reflet d'une vision allemande qui est issue de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Il n'est plus envisageable aujourd'hui, j'imagine, de penser que l'Allemagne redevienne une puissance militaire. Si. Alors, laissez-moi reformuler ma question et reprenons la question initiale. Comment l'Allemagne pourrait-elle redevenir cette puissance militaire? Zeitenwende, changement d'époque, Olivier. C'est le discours du chancelier Olaf Scholz dès le 27 février 2022. Et évidemment, on ne manquera pas de remarquer que c'est 3 jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et ce concept est très très important parce qu'on considère aujourd'hui, dans tous les milieux politiques allemands et dans tous les milieux d'études des questions militaires en Allemagne, que c'est un vocable qui a pris une tournure historique. Car là, on a affaire à un chancelier du SPD, social-démocrate, qui sont encore plus enracinés dans l'antimilitarisme et dans le pacifisme, a fortiori de l'histoire allemande, qui dit que parce qu'on est sur un changement d'époque et qu'on est sur un changement de situation, eh ben on va être sur un changement de paradigme fort. Et donc tout d'un coup là, on est en train de se rendre compte que Olaf Scholz est en train de mettre en place un changement radical justement par rapport à toutes les perspectives qu'on a déclinées précédemment. Et ça va s'avérer s'inscrire assez rapidement dans les faits, puisqu'on a un fonds spécial qui a été mis en place de 100 milliards d'emblée à ce moment-là. Donc là, c'est déjà un premier paramètre qui est intéressant à noter. Dans la continuité, si on reprend maintenant justement pour voir si ce serait un simple effet d'annonce ou si ça s'inscrirait dans le temps, même si là, on est sur des perspectives qui sont plus courtes, il y a des choses qu'on peut remarquer. Parce que quand on regarde, alors cette fois en valeur absolue, le budget de la Bundeswehr en Allemagne depuis 2 ou 3 ans, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il était de à peu près 50 milliards d'euros en 2022, de 58 milliards d'euros en 2023 et qu'il est autour de 71 milliards d'euros en 2024. C'est-à-dire que maintenant, on serait à 2%. Je demande à nos éditeurs de se rappeler des chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure pour se rendre compte de l'évolution radicale sur laquelle on a l'air de partir. Mais dans la continuité aussi, pour rester un instant sur les chiffres, sans vouloir peut-être être trop pesant sur cet aspect, qu'est-ce qu'on constate depuis qu'il y a eu les élections le 23 février 2025 en Allemagne et que là, au moment où on tourne, on est en période de transition, c'est que le futur chancelier allemand Merz a proposé au Bundestag ce qu'on a appelé le bazooka. Alors le terme déjà de bazooka financier ou de bazooka en termes de programme est assez révélateur. Et alors là, il faut bien comprendre qu'il y a 2 aspects, sans vouloir rentrer dans des techniques trop complexes, qu'il faut absolument intégrer sur cette histoire de bazooka financier. D'abord, c'est qu'il y a une règle en Allemagne qui interdisait jusqu'à présent que l'État fédéral allemand puisse endetter supérieurement à 0,35% du budget. Et c'était une loi constitutionnelle. Donc, qui dit loi constitutionnelle dit que le Bundestag doit être d'accord aux 2/3 pour modifier cette loi. Premier aspect, donc on voit bien que là, ça nécessite un consensus, et ce n'est pas neutre dans ce qu'on est en train de dire. Que cette loi a été votée, d'ailleurs, à l'heure actuelle, au moment où on parle, et que donc il a été décidé que si les dépenses militaires sont supérieures à 1%, on voit bien l'enchaînement de toutes les logiques, alors l'État allemand est autorisé à ne pas respecter ce frein budgétaire qui était constitutionnel et qui, en circonstance, serait amené à sauter. Et dans la continuité, après des négociations, certes, qui ont été assez âpres, ce dont on se rend compte, c'est que là aussi, il y a un fonds spécial qui a été mis en place, alors qu'aux alentours de 400 à 500 milliards, c'est globalement comme ça que c'est présenté. Mais moi, je préfère le présenter sous un angle qui, me semble-t-il, est encore plus intéressant par rapport aux chiffres. Ça veut dire que ça permet à l'État allemand d'emprunter l'équivalent de 40 milliards d'euros supplémentaires. Alors, il faut se rappeler le budget pour voir qu'on est pratiquement en train de multiplier par 2 le budget sur 12 ans. Donc, on voit bien que c'est comme ça qu'on arrive aux 500 milliards. Et c'est en train de tout doucement amener l'Allemagne sur des chiffres qui seraient de 3 à 3,5% du PIB. Donc là, on est en train de faire remarquer qu'il y a un revirement concret qui est en train de se mettre en place. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a un ancien ministre allemand, là aussi c'est interpellant comme modification, qui a émis l'hypothèse qu'il serait possible de réfléchir à un investissement allemand sur les questions nucléaires ou de force nucléaire en partenariat avec la France. Et puis, il y a un autre aspect qui me paraît très très important et qui vient en complément d'une de nos séances précédentes quand on a évoqué les pays baltes,
c'est que les Allemands ont envoyé l'équivalent, alors c'est progressif, passe d'un bataillon à l'échelle d'une brigade, de 4800 hommes en Lituanie. Mais là, s'il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire, je pense qu'avec l'histoire que tout le monde a à l'esprit, le fait que les Allemands s'autorisent à nouveau à mettre en place des forces de projection qui restent cantonnées à l'extérieur, alors que la loi fondamentale allemande, l'équivalent de la Constitution, est très restrictive sur ces questions et qu'auparavant, on était uniquement sur des missions ponctuelles dans lesquelles les forces allemandes d'abord étaient réduites et en plus ne pouvaient séjourner que sur un temps très court, on voit bien que là, on est dans la continuité d'une évolution qui est très très importante. Et puis, il y a un troisième cap qui est en train d'être franchi, c'est que maintenant, dans les partis politiques allemands, on est clairement en train de remettre en perspective le fait qu'on va recréer un service national qui avait été aboli depuis 2011, qui serait pour les deux sexes et qui serait au moins de 8 à 9 mois. Alors, quand on entend la succession de tous les paramètres qu'on est en train de mettre là, on se rend bien compte que c'est une remise à plat totale, en fait, de tous ceux qui étaient les fondamentaux pendant 30 ans. Et il y a un dernier point qui n'est peut-être pas inintéressant, c'est qu'en plus, les Allemands sont en train de prendre conscience que dans l'hypothèse de crise géopolitique, de par sa situation géographique, l'Allemagne, c'est une plaque tournante par rapport soit à l'OTAN, soit à l'Union européenne, et que donc elle devient indispensable. Autant de paramètres qui sont quand même en train de montrer que là, les perspectives sont radicalement différentes, et je réinsiste sur un terme qui est trop souvent galvaudé, historique, par rapport au contexte dont je pense on comprend mieux qu'il était indispensable que de le dresser pour voir l'amplitude du revirement tel qu'on est en train de le mettre en évidence. On voit donc les Allemands seraient en train de revenir sur la sacro-sainte rigueur budgétaire. L'Allemagne accepte de se projeter à l'extérieur, ce qui était un tabou absolu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nucléaire, on sait la question très sensible dans l'opinion publique allemande. Est-ce que ces verrous ayant sauté, est-ce qu'il y a d'autres freins à cette dynamique de réarmement militaire? Oui, il y a nécessairement des freins, ne serait-ce que parce qu'on comprend bien qu'une évolution comme celle-là, même avec une volonté très, très forte, ne peut pas s'opérer de façon radicale sur un temps aussi court. Parce qu'on serait en train d'opposer deux dynamiques, une qui serait installée dans le temps pendant 31 ans, et puis un revirement, j'ai envie de dire à 180 degrés, pour faire une image simple, qui se ferait en 3 ans. Or là, il faut un minimum de temps, et il y a donc nécessairement 3 freins que l'Allemagne va devoir dépasser si elle continue à s'inscrire dans cette démarche. Le premier frein, c'est qu'on voit bien que on ne peut pas remonter une armée quelle qu'elle soit, qui a été, j'ai presque envie de dire, autant abandonnée quand même, il faut dire clairement les choses, en 2 ou 3 ans. Alors, quand on reprend le rapport de la commissaire à la défense du Bundestag qu'on avait évoqué tout à l'heure, mais ce coup-ci pour l'année 2024, puisque ça a été publié avec la crise politique qui est en Allemagne au début 2025, on voit que les efforts ont déjà commencé à énormément porter. On peut en donner quelques exemples si vous le voulez bien. Les Allemands ont acheté par exemple 35 avions F-35. Ils ont acheté 60 hélicoptères Chinook. Ils ont réacheté l'équivalent de 123 chars de combat Léopard les plus aboutis. J'attire l'attention de nos auditeurs qu'en faisant ça, en fait, c'est comme s'ils avaient acquis la moitié du parc des chars français à l'heure actuelle. Donc là, on est sur des chiffres qui sont considérables. Mais on voit bien qu'en termes de logistique, de munitions, d'entraînement, d'opérationnalité, de pièces de rechange, il va falloir monter en puissance. D'ailleurs, dans ce rapport, Eva Gögel a une formule que je trouve assez intéressante. L'Allemagne est toujours dans une situation où elle a encore trop peu sur tout. Donc je trouve que la formule est assez symptomatique. Ça, c'est le premier frein. Il y a un deuxième frein qui là va être intéressant parce qu'il s'insère plus peut-être dans un domaine diplomatique et de volonté politique. C'est que faire des troupes américaines qui sont en Allemagne. Parce que pour jouer un rôle géopolitique et pour que son armée soit un outil géopolitique, encore faut-il redevenir totalement indépendant ou autonome. Or, en fait, quand on regarde bien, il y a pratiquement encore 30 000 hommes des forces armées américaines en Allemagne, qui est le pays dans lequel il y a les bases les plus importantes et dans lesquelles les forces américaines se projettent, que ce soit en Europe ou d'ailleurs sur le continent d'Afrique quand il y a besoin. Donc là, il y a une vraie question qui se pose, même si on sent bien d'ailleurs que
dans ma réponse précédente, ce que j'ai souligné par rapport au Bundestag, par rapport à la nécessité que d'avoir 2/3 d'élus, on voit bien que sur la CDU-CSU, sur le SPD et sur les écologistes, il y a l'air d'avoir quand même une trame de fond en termes de consensus. Et ça nous amène à un troisième frein. Le troisième frein, c'est l'opinion publique quand même. Parce que là, il faut se mettre dans l'état d'esprit des Allemands quand même. Quel revirement et quelle remise en cause ou quelle remise en perspective. Et là, peut-être que c'est les sondages qui vont être assez intéressants, tels qu'ils ont été mis en place parmi les plus grands instituts d'enquête ou de recherche en termes de société politique ou universitaire. Et il y en a notamment 2 qui me semblent très très intéressants. Le premier, qui est peut-être le plus parlant, c'est que suite à l'ensemble de ces évolutions, on a demandé aux Allemands s'ils trouvaient satisfaisant que le budget atteigne les 3%. Et 50% des Allemands ont répondu par l'affirmative. Alors, on pourrait me faire remarquer que ça fait que 1 sur 2. Oui, mais il faut se remettre dans les perspectives, je vous prie de le croire, des sondages précédents pour imaginer à quel point on est sur une évolution. Et on peut encore aller plus loin, parce que parmi ces 50%, il y en a 15% qui trouvent encore que ce n'est pas assez. Donc là, quand on voit ça, on se dit, tiens, ça a l'air d'imprimer dans la psychologie allemande. Et il y a un autre sondage qui est aussi intéressant parce qu'il paraît moins spontanément aussi enclin à la même dynamique, mais si on l'observe bien, il est quand même très révélateur. Ce sondage, quel est-il? Apparemment, il y aurait encore 63% des Allemands qui seraient opposés à ce que les Allemands soient la force centrale ou pivot de la défense européenne. Alors on dit, tiens, c'est un peu paradoxal, un peu par rapport aux chiffres précédents, et puis il y a l'air d'avoir une sorte de réticence. Oui, seulement, il y a 12 mois, le chiffre était de 71. Donc ce qu'on est en train de mettre en évidence là, en tout cas, c'est qu'il y a l'air d'avoir une évolution de la psychologie de la majorité du peuple allemand qui est en adéquation, ce qui paraît relativement logique, avec les forces politiques, ce qui a l'air de confirmer que ce scénario-là devient assez probable et assez crédible. Alors, 3 freins, un frein, disons, logistique, un frein de la présence américaine sur le territoire, et enfin le frein psychologique qui est peut-être le plus important, puisque très ancré dans la mentalité allemande. Est-ce que c'est des freins qui ont tendance à être levés, ou est-ce qu'ils vont s'inscrire dans le temps long? Selon vous, lequel de ces 2 scénarios il faudrait privilégier? Je crois que pour pouvoir répondre à la question de quel est le scénario à privilégier, et d'ailleurs, en guise de synthèse maintenant sur une thématique, l'Allemagne va-t-elle ou pas redevenir une puissance militaire? C'est effectivement la dimension psychologique qu'il faut prendre en considération. Et j'en profite pour faire remarquer que dans ce débat qui a lieu en Allemagne et à l'extérieur, on est passé par les arguments que je vais évoquer, parce qu'ils sont nécessaires, mais je trouve que parfois on se limite trop à uniquement évoquer des chiffres de matériel, des pourcentages budgétaires, des logiques financières, des logiques d'alliance. Mais ça dépasse, et de loin ça en fait, ça dépasse de par l'histoire qu'on a rappelée en préambule et qui était indispensable, c'est d'abord et avant tout un ressort d'ordre psychologique et peut-être même principalement psychologique. D'ailleurs, il y a un premier exemple, un premier facteur qu'on pourrait soumettre. Parce que quand on a évoqué notre séance précédente sur les pays baltes, on n'avait pas manqué de remarquer que les relations entre l'Allemagne et les pays baltes avaient été non seulement mouvementées, mais particulièrement dures et particulièrement cruelles ou dramatiques en termes de pertes humaines. Et donc on peut imaginer que dans ces pays-là, les traces de l'histoire justement sont encore très présentes et que l'évocation de la présence de troupes allemandes soit perçue de façon un peu ambivalente. Mais ce qu'on remarque en fait par l'intermédiaire d'un sondage qui a été fait en Lituanie, c'est que là aussi il y a une très très forte évolution de la perception. Et maintenant, en Lituanie, très majoritairement, les forces allemandes sont perçues comme des forces amies qui viennent protéger le pays. Ça, c'est fondamental comme aspect. Parce que ça veut dire que là, il y aurait non seulement en Allemagne, mais à l'extérieur, un changement de grille de lecture. Comment expliquer ce changement de grille de lecture? Si on continue peut-être à explorer notre domaine psychologique, voire philosophique, on est peut-être dans un troisième temps, Olivier. Ce troisième temps que ce professeur de philosophie, spécialiste en histoire des philosophies, Jean-Pierre Zarader, avait la grande qualité que de mettre en avant, lui qui aimait bien expliquer les 3 temps
de la phénologie de l'esprit de Hegel publiée en 1807, tel que Jean-Paul Sartre d'ailleurs les avait remis dans cette nouvelle « Le diable et le bon Dieu ». Et on voit bien que cette nouvelle s'articule sur ce qu'on a appelé les guerres paysannes en Allemagne. Ce n'est pas neutre comme exemple, au début du XVIe siècle. Et on a une sorte de reître, un mercenaire allemand, qui s'emporte d'abord dans ses combats, puis ensuite préfère, devant l'horreur de ses combats, se retirer, et puis à un moment auquel on vient faire appel parce qu'on a besoin de lui face à la réalité du danger du monde. Le mal, le bien, mais un bien qui devient inutile parce que on s'est isolé, on est resté dans la solitude, et puis à un moment, la nécessité de revenir. Cette interrogation-là, je suis intimement convaincu que l'Allemagne et les Allemands l'ont parfaitement intégrée et ils en ont parfaitement assimilé la dimension. C'est une dimension existentielle. Il ne s'agit plus pour l'Allemagne de faire une armée qui soit un outil de projection pour montrer sa puissance, pour étaler sa domination envers les voisins. Il s'agit beaucoup plus de créer une armée qui permette à la fois de défendre son territoire, de pouvoir aider ses alliés et de pouvoir défendre la liberté. Donc si on entend bien ce qu'on est en train d'évoquer, ça dépasse, et de très loin, une simple question d'alliance diplomatique, d'enjeux stratégiques ou de questions militaires, voire même de simples questions psychologiques. À vous entendre, on a l'impression que l'Allemagne est en train d'essayer d'exorciser ses démons du passé, retransformer une peur de ce qu'elle a été en instrument peut-être d'émancipation, libération, en tout cas une perspective totalement inversée. Reprenons l'exemple de Copernic, l'inversion à 180 degrés de ce que peut signifier et symboliser l'armée pour l'Allemagne aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus important qu'un revirement stratégique ou qu'une révolution intellectuelle telle que celle qu'on a esquissée? La rédemption. Eh bien, Fabrice, je vous propose qu'on termine notre séance d'aujourd'hui sur ce terme de rédemption, ce terme fort. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.